Ce soir, c'est évidemment le thème de la journée, puisque Jean-Marc Ayrault a présenté un plan de lutte contre la pauvreté, revalorisation du RSA de 2% en 2013 et de 10% sur 5 ans. Pour arriver à 50% du SMIC, cela coûterait 1 milliard d'euros, des aides au logement, revalorisation de la CMU, un garantie jeune, tout cela, on va y revenir. Le total, ce serait 2 à 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Alors moi, j'ai une première question toute simple, c'est que j'avais noté que François Hollande avait dit « toute nouvelle dépense sera financée par des économies ». Est-ce que vous nous annoncez ce soir que... Elles vont nous coûter. Vous savez qu'on présentera des précisions du plan en janvier, lors du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Ça fera l'objet d'une proposition en Conseil des ministres et nous aurons la totalité de la situation en début janvier. Effectivement, ce sera des choix politiques à faire. C'est ça, faire de la politique, c'est faire des choix. Et ce gouvernement a décidé de faire le choix de la solidarité. On ne fera pas peser tout ça sur les ménages français, rassurons-les de suite, parce que tous souffrent d'une manière différenciée, sauf pour certains quand même, ceux qui s'exilent, ceux qui vont plus loin. Mais la majorité des ménages français souffrent. Et donc, le gouvernement fera des choix au sein de ses politiques. C'est ça aussi, faire des choix politiques. Vous avez une petite idée déjà ? Non, je pense qu'on pourra en reparler, mais c'est une volonté, le Premier ministre l'a annoncé. Donc vous me confirmez que la promesse de François Hollande sera absolument tenue, c'est-à-dire que ce plan sera gagé en quelque sorte, financé par des économies. Il sera gagé, il sera financé par des économies, il sera lissé sur les 5 ans, puisque nous faisons des mesures qui sont proposées sur l'ensemble du quinquennat. Alors le RSA revalorisé de 2% en 2013, il y a déjà une question toute simple, c'est que souvent, est-ce que tous les allocataires du RSA savent et disposent, connaissent bien leurs droits? Est-ce qu'ils vont déjà suffisamment l'utiliser ou est-ce qu'il y a parfois Vous posez là le cœur du sujet. Il y a vraiment un problème d'accès aux droits dans ce pays. On a trop l'habitude de faire voter des mesures les plus sympathiques, les plus solidaires qui soient, mais après on se rend compte que les gens, elles sont compliquées, elles sont confuses. On a tellement stigmatisé les gens qui étaient en difficulté que finalement l'accès aux droits devient aujourd'hui une de nos priorités du gouvernement. D'ailleurs, dans le rapport que nous avons présenté devant l'Assemblée nationale, comme on doit le faire chaque année, on a mis l'accent sur la vérité, sur l'accès aux droits. Et alors, il n'est pas réel, Mais il est terrible, l'accès aux droits. Par exemple, sur le RSA activité. Savez-vous qu'on a stigmatisé les gens en disant « mais ils vont profiter du RSA, ce sont des fraudeurs, ce sont... » Savez-vous que pour la fraude, et il faut lutter contre la fraude, pour 5% de fraudeurs avérés, entre 2,5 et 5, je ne sais pas en fait où est le chiffre, il y a 68% de gens qui ont droit à 130 € de plus par mois pour accompagner leur petit salaire et qu'ils ne le demandent pas, parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, parce que eux, ils ont un emploi, ils ne veulent pas être ceux qu'on aide, qu'on assiste. Je déteste ce mot d'assistanat. Et donc, oui, la lutte pour le fait que respecter les droits. Quand on donne un droit à des gens, eh bien qu'on leur donne la possibilité d'y avoir accès. C'est la moindre des choses. Et donc vous allez communiquer beaucoup sur ces droits, déjà ? On va communiquer. Ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, mais ça va coûter encore plus cher. Mais on va monter en charge. On va d'abord, premièrement, supprimer ou améliorer les dispositifs qui ne fonctionnent plus. Dans le plan, le Premier ministre parle bien entendu du RSA socle, qui s'adresse aujourd'hui à ceux qui sont le plus en difficulté. Mais il a dit aussi que très vite, nous allons travailler sur le RSA activité et la prime pour l'emploi. 2 dispositifs qui sont complémentaires, qui s'adressent aux couches modestes. Pas encore ceux qui sont plus déclassés, mais ceux qui sont les couches modestes. Vous savez, ceux qui sont tout de suite au-dessus du seuil de pauvreté et qui ont énormément de difficultés pour leur fin de mois. On va leur proposer une mesure plus ouverte, plus transparente, à euro constant, rassurez-vous, mais quand même avec de la possibilité pour eux de mieux les accompagner. Alors, il y a aussi une autre question. Donc, je le disais, il y a des mesures sur le logement, sur l'accès à la santé, sur la revalorisation de la couverture maladie universelle. Et il y a aussi un garantie jeune. Et ça, on a un peu peut-être de mal à comprendre. Un contrat d'insertion d'1 an renouvelable assorti d'une allocation. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a déjà entendu parler du contrat d'avenir, qu'on a déjà entendu parler de beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne va pas superposer des dispositifs ? En tout cas, ce n'est pas ce qu'il faut faire.
Hein, il y en a assez des dispositifs qui se superposent et ça complexifie encore toutes les procédures. Là, non, ça s'adresse vraiment à des jeunes qui sont en dehors de tout ce que vous venez de citer. Ils n'ont ni formation, ni réussite scolaire. Souvent, ils sont ce qu'on appelle ceux qui sont sortis du système trop rapidement. Ils n'ont pas d'emploi. On s'adresse à une population qui n'est pas visée par tous les dispositifs que nous avons mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? D'abord, on cible 100 000 par an. Voilà. Des jeunes de 18 à 25 ans. On cible aussi une tranche d'âge qui sont dans ce que je viens de vous dire, l'exclusion, la difficulté complète. On leur propose un contrat avec une mission locale, par exemple, mais un vrai contrat, un contrat d'un an, renouvelable. Non, ils n'ont rien. Et on les accompagne. On les accompagne vers quoi? Vers tout ce qui est possible pour les sortir de leur galère. Vers un stage, s'il le faut, tant pis, vers de la formation et vers, effectivement, nos dispositifs. On peut les accompagner vers des contrats d'avenir, on peut les accompagner vers des débats qui sont en cours là sur les contrats de génération. On veut les sortir et on leur donne la garantie qu'on ne les lâchera pas. Mais eux, il faut qu'ils nous donnent des garanties. C'est-à-dire que ce n'est pas du laxisme. Ça veut dire qu'on leur demande de revenir régulièrement, de répondre aux rendez-vous qu'on leur donne, de ne pas refuser les offres qu'on leur donne. Et pour les moments où on n'aura pas trouvé de solution, dans les périodes où on leur donnera une rémunération sur la base du RSA. Voilà. Alors écoutez tout de suite la réaction de Christian Jacob, c'est le président du groupe UMP. Pour lui, c'est simple. De l'assistanat. Voilà, vous l'avez compris, on va l'écouter. Je comprends. Aujourd'hui, vouloir jouer sur l'assistanat alors que la responsabilité du gouvernement, ça doit être de favoriser la création d'emplois. Or, tout a été fait pour handicaper l'emploi depuis 6 mois. Est-ce que lutter contre la pauvreté, c'est pas d'abord chercher par tous les moyens à créer des emplois? Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi et le pacte de solidarité, c'est une seule et même chose. L'intervention du président de la République pour recentrer l'Europe vers des politiques sociales, vers des politiques de croissance, tout ça est dirigé vers l'emploi. C'est ce que nous faisons d'une manière générale. Là, il y avait autre chose à apporter, une urgence. 14% de la population est en situation de pauvreté. 400 000 personnes de plus en un an. Quant aux jeunes, n'en parlons pas, c'est 19% de la population jeune qui est en situation de pauvreté. Et les Français sont terribles quand ils voient, ils souffrent quand ils voient qu'on leur dit qu'un enfant sur 5 est en situation de pauvreté. Donc ils peuvent comprendre, tout le monde peut comprendre qu'il fallait arrêter ce processus. Donc nous avons voulu prendre des mesures rapides pour pas que ça, on aille encore plus loin. C'est une manière de rassurer la gauche, de leur dire on ne s'occupe pas que des patrons, on ne fait pas que de la compétitivité, on s'occupe aussi de solidarité. C'est un message politique aussi. Alors c'est une vraie mesure de gauche, bien entendu, et c'est très bien, et je revendique cela, mais c'est pas que ça. C'est dire aux Français, on tourne la page. Vous voyez, on vous a traité d'assistés, on vous a stigmatisé, tous. Mais je ne parle pas que des plus pauvres. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti, 45% des Français s'estiment pauvres. C'est ceux qui ont des fins de mois où on compte à 30 €. Hein. C'est ça, ces Français. Ils sont nombreux, ces Français-là. Tout le monde comprend qu'on ne peut pas continuer à ce que la pauvreté augmente dans ce pays. Donc, ce sont des mesures volontaristes, mais aussi sur la durée, et qui sont complémentaires à tout ce que nous faisons par ailleurs pour l'ensemble de la population, et particulièrement les couches moyennes. Alors, on en reparlera. Vous viendrez me dire exactement comment on le finance. En janvier. Et comment vous répondez aussi aux autres critiques du Front de gauche et des associations qui, certaines, disent c'est pas assez, c'est pas assez. Bah oui. Mais vous savez que nous sommes le seul pays en Europe, au moment où la situation est difficile, au moment où la crise est profonde, de ne pas faire des coupes sombres dans nos politiques sociales. Non seulement nous les soutenons, nos politiques sociales, mais là nous montrons que nous accompagnons encore plus, nous allons un tout petit peu plus loin. On fait ce qu'on peut. Et je crois qu'on fait beaucoup dans ce plan. Il est riche, ce plan. Alors Marie-Arlette Carlotti, vous êtes aussi une Marseillaise. Peut-être qu'on l'aura un peu entendu avec votre chaleur et votre présence. Élue, celle qui avait fait tomber Renaud Muselier, on s'en souvient. Et puis maintenant, Marseille, tous les yeux sont tournés vers Marseille. Tout le monde s'intéresse à Marseille. Tous les Français s'intéressent à Marseille. C'est bien? C'est une bonne chose ou pas? Alors, c'est les deux. Vous voyez,
parce que je pense que c'est vrai que Marseille est un enjeu national. Vous avez vu la volonté politique du Premier ministre d'investir sur Marseille. La délinquance, par exemple, reste toujours aussi importante. Ça fait 6 mois, absolument. On nous a fait des grands discours, mais bon. Ah oui, d'accord, mais vous savez que ça prend du temps. Les discours ont été suivis des faits. En tout cas, les renforts des forces de police et de gendarmerie sont arrivés. Les réseaux sont en train d'être remontés. On regarde l'ensemble du dispositif. Bien sûr qu'on n'a pas trouvé qu'aujourd'hui... En 2014, ce seront les municipales, oui. les élections municipales. Oui. Et ma question va être très simple. Oui. Est-ce que vous êtes candidate aux municipales ou est-ce que vous êtes candidate à une primaire socialiste pour Marseille? Alors déjà, je suis candidate à revenir en janvier pour vous parler du plan de pauvreté et de précarité, puisque vous m'avez tout à l'heure gentiment invité. Deuxièmement, si le choix pour le candidat de gauche, socialiste, disons, c'est l'appareil du parti local, ah non, ça... il est suffisamment discrédité pour que je m'y refuse. Si c'est l'ensemble des Marseillais... C'est une primaire, quoi. Une primaire ouverte. La primaire, elle est obligatoirement ouverte. Si l'ensemble des Marseillais doivent choisir leur candidat, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Parce que, vous savez, une ville, c'est non seulement des projets qu'il faut porter pour donc la ville... vous serez candidate. Je ne sais pas, je vous le dirai quand vous m'inviterez en janvier. C'est du chantage. Non, mais c'est une invitation. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut vraiment qu'il y ait une rencontre entre une ville et une personnalité. Être maire, c'est porter sa ville, c'est une osmose. Donc je crois qu'il faut que ça se fasse, quoi. Lentement, on verra. Pas trop lentement quand même. Il y a une levée de bouclier contre Bernard Tapie ces dernières semaines. Patrick Mennucci, qui sera peut-être candidat à cette fameuse primaire, qui est aussi candidat, qui a dit qu'il était candidat, oui. A dit si Bernard Tapie veut revenir à Marseille, ça passera pas par moi. Et donc Bernard Tapie, qui est candidat, qui a été candidat, mais qui ne l'est plus, pour acheter les journaux du groupe Persan, La Provence. Et aujourd'hui, il dénonce avec beaucoup de virulence les efforts du gouvernement pour l'empêcher de revenir dans la région et l'empêcher d'acquérir ces journaux. Je pense qu'il dénonce tout de façon virulente, Bernard Tapie. Il est très bouillonnant comme personnage. Alors, on a voulu lui barrer le chemin ? Je ne sais pas, je ne pense pas. La presse est libre. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles pour les journalistes. On a des journalistes de qualité et nous avons besoin, puisque vous parlez de Marseille, nous avons besoin d'une presse libre, d'une presse intelligente. C'est très important pour nous. Bernard Tapie ne l'aurait pas permis ? C'est possible. Je ne connais pas son projet. Je savais qu'il était très soutenu financièrement par Ersan, que ses propositions étaient de haut niveau financier. Je ne connais pas son contenu au niveau journalistique. Il est très clair. Il dit Arnaud Montebourg a tout fait, a même harcelé le groupe Rossel pour qu'il s'engage, alors qu'il ne le voulait pas. Il en sait plus que moi. Voilà. Mais Arnaud Montebourg ne peut pas être responsable de tout de même. Mais en tout cas, ces accusations, ce soir, vous dites, elles sont infondées ? À ma connaissance, je pense que oui, je crois qu'elles sont infondées, à ma connaissance. Et la prochaine étape pour Marseille, pour le choix, pour votre décision, c'est quand ? La prochaine étape pour Marseille ou pour moi ? Pour vous. Bon, c'est un peu la même chose, Marseille et moi. J'ai tellement envie que ça soit la même chose. Marseille, c'est l'année prochaine. La prochaine étape pour Marseille, c'est Marseille, capitale européenne de la culture. Marseille qui doit montrer un autre visage à l'ensemble de la France. Marseille qui doit... Vous savez qu'on est riche culturellement, qu'il se passe plein de choses dans cette ville. Voilà, Marseille, il faut la voir comme elle est, avec ses grosses difficultés, mais aussi ses atouts aussi gros que ses difficultés. C'est un avantage d'être ministre quand on veut faire de la politique à Marseille ? Oh, ils sont fiers, je crois, que je sois ministre et que je sois marseillaise. J'espère que je vais les rendre fiers, j'espère. Bon, moi j'ai entendu que ça vous intéressait beaucoup. Merci beaucoup Marie-Arlette Carlotti. Vous viendrez me le confirmer en janvier alors. Janvier. Merci. Restez avec nous dans un instant. Notre débat, Guillaume Pelletier, l'UMP, Olivier Faure, le socialiste, comme tous les mardis soirs, et puis le journal de Rachida Marquis, bien sûr.